Le sang, son, sang, éclaboussé sur mon visage quand mon père a finalement réussi à le maîtriser. Mais il était trop tard pour ma mère, trop tard pour nous tous. Bonjour, mes chers amis, je m'appelle Élise. Moi, ici, tout le monde m'appelle Mamie Élise. J'ai 79 ans. Je suis née à Albi, Town, mais je vis à Dijon depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai gardée enfouie en moi pendant près de 60 ans. Une histoire que beaucoup dans ma famille ne connaissent pas correctement, car la douleur était si grande que les mots refusaient de sortir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez en France. Parfois, j'imagine comment mes mots atteignent des lieux où j'ai jamais mis les pieds et cela réchauffe mon cœur d'une manière que je ne peux expliquer. Je veux aussi vous demander de commenter combien d'enfants chéris vous avez. Je serais très reconnaissante de savoir. Commençons par le début. Quand j'avais juste 14 ans, en 1965, nous étions une famille simple, mais heureuse. Mon père, Philippe, était policier, un homme droit comme une flèche, un de ceux qui n'accepteraient pas même une tasse de café gratuite. And service, tu sais, un policier doit donner l'exemple. Élise, disait-il toujours, ajustant cet uniforme impeccable avant de partir. Ma mère, Colette, était institutrice, une femme de force qui se levait à 5 heures du matin pour avoir le café prêt, son déjeuner préparé, et arriver ponctuellement à la petite école où elle enseignait aux enfants. Notre maison était modeste dans le quartier Saint-Sauveur, qui à l'époque était presque suburbain à Dijon. Nous avions un grand jardin avec des pommiers, des cerisiers et un citronnier que mon père soignait comme un enfant. Et parlant d'enfants, il n'y avait que moi, fille unique pendant longtemps. Papa et maman ont essayé d'avoir plus d'enfants, mais après 3 fausses couches, les médecins ont dit que c'était risqué pour la santé de ma mère de réessayer. J'ai grandi en étant le centre de leur attention, mais sans être gâtée. Le privilège apporte des responsabilités, disait toujours maman. Quand je me plaignais de devoir aider aux tâches ménagères, j'étudiais à la même école où ma mère enseignait, ce qui était une torture pour une adolescente. Imaginez, je ne pouvais rien faire de mal sans qu'elle le découvre immédiatement. Nos week-ends étaient simples. Le samedi, nous allions au marché de la place Wilson pour acheter des choses pour la semaine. Puis nous arrêtions chez ma grand-mère paternelle qui vivait au centre-ville de Dijon. Les dimanches après la messe, c'était le jour des spaghettis. Et nous recevions les amis de mon père, presque tous policiers aussi, avec leur famille. C'était une vie commune, sans luxe, mais pleine de sécurité et d'amour. Tout a changé cet hiver de 1965. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le vent glacial de janvier à Dijon, ce froid qui pénètre jusqu'aux os. Mon père est rentré plus tard que d'habitude, avec une expression différente. C'était pas de la fatigue, c'était de l'émotion. Lui, qui avait toujours été un homme de peu de mots,
Ce soir-là, ne pouvait arrêter de parler pendant le dîner. Colette, Élise, j'ai rencontré un garçon aujourd'hui qui m'a brisé le cœur. Commença-t-il, remuant la soupe de haricots et légumes que maman avait préparée. C'était lors d'un appel dans le sud de Dijon. Sa mère, toxicomane, a été arrêtée pour trafic. Personne ne sait qui est le père. Le garçon était là, maigre, effrayé, sans nulle part où aller. Maman écoutait attentivement, comme elle le faisait toujours. Elle respectait profondément le travail de mon père. Malgré tout, le danger impliqué, il a 6 ans. Colette, il s'appelle Julien, un jeune homme éduqué. Malgré tout ce qu'il a traversé, il pourrait être dans le crime comme tant d'autres de ce quartier, mais il étudie à des cahiers organisés, de bonnes notes. C'est alors que j'ai vu dans les yeux de mon père quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une détermination différente, presque une supplication. Il va dans un foyer d'État à Mâcon, mais vous savez comment sont ces endroits. Ils ont à peine des ressources pour les petits-enfants, encore moins pour un adolescent. Ma mère posa sa main sur la sienne, comme si elle savait déjà ce qui allait suivre, et cela vint. Je pensais, Colette, nous avons de la place, nous avons les moyens. Élise a toujours voulu un frère. Je me souviens du silence qui suivit, un silence lourd, plein de possibilités. Maman regarda mon père, puis moi, puis de nouveau lui. Philippe, tout par les adoptions. Il hocha la tête, ses yeux bleus brillants d'une manière que je voyais rarement. Il peut rester dans la chambre du fond, celle qui était à ta mère. Il est presque un homme, ne sera pas un problème comme un petit enfant. Et crois-moi, ce garçon est spécial, je l'ai senti. Ce soir-là, la conversation s'est prolongée jusqu'à tard. Je suis restée là, quelque peu oubliée à table. Pendant qu'ils discutaient des pour et des contre, ma mère avait ses réserves. Après tout, accueillir un adolescent inconnu n'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain. Mais mon père était déterminé d'une manière que je n'avais jamais vue. Colette, je ne peux pas l'expliquer. J'ai regardé ce garçon et j'ai vu quelque chose. J'ai vu une chance de faire une vraie différence dans la vie de quelqu'un, de donner une famille à quelqu'un qui n'en a jamais eu. Ma mère, qui avait un cœur tendre, malgré son apparence d'enseignante stricte, a fini par céder. Rencontrons-le d'abord, Philippe, allons-y doucement. La semaine suivante, mon père a obtenu la permission d'amener Julien pour déjeuner à la maison. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre, curieuse de voir à quoi ressemblerait ce possible nouveau frère. Quand la voiture de mon père s'est garée, d'abord il est sorti, puis un jeune homme maigre, avec des cheveux bruns bien coupés, portant un t-shirt propre, mais visiblement délavé, et un jeune usé. Julien est entré dans notre maison comme quelqu'un entrant dans un musée, regardant tout avec révérence, presque peur de toucher quoi que ce soit. Il avait de grands yeux bruns, quelque peu tristes, et un sourire timide qui apparaissait rarement. Il parlait peu, toujours très poli. Appelant mes parents, monsieur et madame, et moi, tu peux m'appeler Élise, dis-je.
essayant de briser la glace. Tout le monde m'appelle comme ça. Il hocha la tête, évitant toujours de me regarder directement. Merci. Élise, le déjeuner fut quelque peu inconfortable au début. Julien mangeait lentement de petites portions, comme si il craignait que la nourriture s'épuise ou que quelqu'un lui prenne son assiette. Ma mère, avec son instinct maternel, l'a vite remarqué. Il y a beaucoup de nourriture. Mon garçon, tu peux te resservir, dit-elle, avec cette voix douce qu'elle utilisait avec ses élèves les plus timides. Ce fut la première fois que j'ai vu Julien sourire vraiment, un sourire qui transformait complètement son visage, qui soudain semblait beaucoup plus jeune, presque infantine. Vous cuisinez très bien. Madame Colette, dit-elle, osant enfin regarder directement ma mère. J'ai vu le regard que mes parents ont échangé à ce moment. Les size maintenant en irrepensante, que c'est là que la décision a vraiment été prise dans les semaines suivantes. Julien venait plus souvent. Il restait pour le dîner, aider mon père à arroser les plantes du jardin, poser des questions sur mes études. À chaque visite, il semblait se détendre un peu plus. Il nous a raconté que sa mère biologique le laissait seul pendant des jours, que souvent il n'avait rien à manger, qu'il avait appris à se débrouiller seul dès son plus jeune âge. Il disait que son rêve était d'être mécanicien, qu'il aimait démonter et remonter les choses pour comprendre comment elles fonctionnaient. Vous pensez vraiment que je peux, Monsieur Philippe, être mécanicien un jour demanda-t-il une fois, avec un espoir si sincère dans la voix, que même moi, avec mon scepticisme d'adolescente, fut touchée. Bien sûr que tu peux, mon garçon, avec du dévouement, tu peux être ce que tu veux, répondit mon père. Posant sa main sur l'épaule de Julien, le garçon se raidit une seconde, comme s'il n'était pas habitué au contact, mais se détendit bientôt. Ma mère fut la dernière à être totalement convaincue, non par méchanceté, mais par prudence. Elle observait plus qu'elle ne parlait. J'ai remarqué comment ses yeux suivaient Julien quand il s'en rendait pas compte, comment elle posait des questions apparemment anodines pour mieux le connaître. Onenuit. Après que Julien fut parti, j'ai entendu mes parents parler dans la cuisine. C'est un bon garçon, Colette. Il ha une vie difficile, mais il a gardé sa gentillesse. Chirade, je sais, Philippe, j'ai juste peur que nous ne soyons pas ceux dont il a besoin, et si nous ne pouvons pas gérer, s'il a besoin de plus d'aide que nous ne pouvons offrir. Nous prendrons les choses un jour à la fois, mais ce garçon a besoin d'une famille et nous pouvons être cette famille 3 mois après ce premier déjeuner en octobre 1965. Julien a officiellement emménagé dans notre maison. La bureaucratie n'était pas aussi compliquée qu'elle aurait pu l'être. Mon père connaissait des gens dans le système et la mère biologique de Julien a signé tous les papiers de garde sans hésiter, impatiente de se débarrasser de ce qu'elle considérait comme un fardeau. Nous avons aménagé la chambre du fond, celle qui avait été à ma grand-mère avant son décès.
Nous avons peint les murs en bleu clair, installé un nouveau lit, un bureau pour étudier, une étagère. Pour ses rares possessions, ma mère a acheté des vêtements neufs, des fournitures scolaires, même une petite radio qu'il pouvait écouter pendant son temps libre. Le jour où il est venu s'installer pour de bon, ma mère a fait un gâteau au chocolat avec la phrase «Bienvenue dans la famille». Julien, écrite en vermicelle colorée, il l'a regardée et pour la première fois depuis qu'on le connaissait, a pleuré. Il n'a pas caché son visage, ni essayé de le dissimuler. Il a juste laissé les larmes couler. En nous remerciant à répétition, personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi, dit-il. Entre deux sanglots, ma mère l'a serré dans ses bras et pour la première fois, il a rendu l'étreinte sans hésiter. Mon père, qui n'était pas homme à montrer ses émotions facilement, a discrètement essuyé une larme. L'adaptation n'a pas été immédiate ni parfaite. Bien sûr, Julien avait des habitudes étranges. Parfois, il se réveillait en criant au milieu de la nuit à cause de cauchemars. Il cachait de la nourriture dans sa chambre, comme s'il craignait qu'un jour elle vienne à manquer. Il avait du mal à accepter des cadeaux ou toute forme de gentillesse, sans penser qu'il devait immédiatement rendre l'appareil. Mais peu à peu, le garçon a commencé à se sentir plus en sécurité, plus chez lui. Nous l'avons inscrit à la même école où j'étudiais et où ma mère enseignait. Au début, les autres élèves chuchotaient, posaient des questions indiscrètes sur son origine, pourquoi il vivait avec nous. Julien répondait poliment, mais sans donner beaucoup de détails. Je suis le frère d'Élise maintenant, disait-il simplement, avec une simplicité qui désarmait même les plus curieux. À la maison, il faisait des efforts pour s'intégrer à notre routine. Il se levait tôt, faisait son lit méticuleusement, proposait d'aider à toutes les tâches. Ma mère devait insister pour qu'il se repose aussi, qu'il comprenne qu'il n'avait pas besoin de payer pour être là. Mon garçon, tu n'as pas besoin de faire tout ça, c'est ta maison maintenant. Pas un endroit où tu travailles en échange d'un abri, expliquait-elle patiemment. C'est dur de s'y habituer, Madame Colette, répondait-il. Baissant les yeux, j'ai toujours dû faire quelque chose en échange de quoi que ce soit. Rien n'était gratuit. Mon père a trouvé un atelier de mécanique près de la maison où Julien pouvait aider le samedi matin. Le propriétaire, Marcel Briand, était un vieil ami de mon père et a accepté d'enseigner les bases au jeune homme. Julien revenait de ses matinées, les mains sales de graisse, mais avec une lueur de satisfaction dans les yeux qui était belle à voir. Monsieur Marcel a dit que j'ai un don pour ça. Nous racontait-il excité pendant le déjeuner du samedi. Aujourd'hui, j'ai réussi à démonter et remonter un carburateur tout seul. Les dimanches soirs, quand nous recevions les amis de mon père, pour les spaghettis traditionnels, Julien restait d'abord en retrait, presque caché. Avec le temps, il a commencé à participer davantage, racontant même des histoires qui faisaient rire tout le monde. Les collègues de mon père le traitaient comme un membre de la famille, ce qui comptait clairement beaucoup pour lui. Avec moi, la relation a pris un peu plus de temps à se développer. Moi,
avec mes 14 ans et toutes les insécurités de l'adolescence. Je ne savais pas exactement comment agir avec ce nouveau frère apparu de nulle part. Parfois, je le taquinais, testais ses limites, voulais voir jusqu'où allait sa patience. Julien ne ripostait jamais. Il se contentait de sourire, ce sourire triste, et disait « c'est rien ». Élise, pas de problème. C'était par un après-midi pluvieux, un de ces jours typiques de Dijon, que notre relation a commencé à changer. J'avais un contrôle de mathématiques le lendemain et j'avais du mal avec les équations. Frustrée, j'ai jeté mon cahier et me suis mise à pleurer de colère. Julien, qui passait dans le couloir, s'est arrêté à la porte de ma chambre. Je peux aider. Les maths, c'était toujours ma matière préférée. Offrait-il timidement, à contre-cœur, je laissai s'asseoir à côté de moi, à ma surprise. Julien expliquait d'une manière bien plus claire que le professeur. Il avait de la patience, utilisait des exemples du quotidien, ne s'énervait pas quand je ne comprenais pas tout de suite. Du Bois, tu peux y arriver. Élise, il suffit de voir le problème sous un autre angle, disait-il, avec une douceur qui me désarmait complètement. Après ce jour, j'ai commencé à voir Julien sous un autre jour. Il n'était plus l'intrus dans ma famille, mais quelqu'un qui avait sa propre valeur, ses propres qualités. J'ai commencé à l'inclure quand je sortais avec des amis, à le défendre quand quelqu'un à l'école faisait des commentaires méchants, à vraiment le traiter comme un frère. 6 mois après son arrivée, le changement dans notre maison était évident. Julien souriait plus, parlait plus fort, occupait son espace sans s'excuser d'exister. Mes parents étaient ravis de ses progrès, fiers de comment il se développait à l'école, à l'atelier, à la maison. Meilleure décision qu'on ait jamais prise, commenta mon père une nuit, regardant par la fenêtre. Alors que Julien aidait ma mère à cueillir des citrons, ce garçon méritait une chance. Et regarde comment il en a profité. Si quelqu'un m'avait demandé à ce moment si j'étais heureuse avec mon nouveau frère, j'aurais répondu oui sans hésiter. Julien semblait être exactement ce dont ma famille avait besoin pour être complète, un fils pour mes parents, un frère pour moi, quelqu'un qui apportait une énergie nouvelle et positive à notre maison. Comment aurais-je pu imaginer que derrière ce sourire timide, ces yeux tristes, cette gratitude apparemment sincère, se cachait quelque chose de bien plus sombre? Comment aurais-je pu savoir que cette décision, prise avec tant d'amour par mon père, finirait par détruire notre famille d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir? À cette époque, je ne voyais que le frère que j'avais toujours voulu. Je ne voyais pas les petits signes, les comportements étranges qui, repensant maintenant, étaient comme des drapeaux agités furieusement, avertissant d'un danger que nous ne savions pas reconnaître à temps. Les premiers mois avec Julien étaient comme un rêve qui bientôt se transformerait en l'épile cauchemar de nos vies. Avez-vous déjà remarqué comment nous ignorons toujours cette petite voix dans notre tête qui dit que quelque chose ne va pas? C'est ainsi que cela s'est passé avec moi. Les signes étaient tous là, clignotants,
comme un feu de circulation cassé, mais j'ai choisi de ne pas les voir, peut être par naïveté, peut être parce que je voulais pas décevoir mes parents, peut être par peur d'être injuste envers quelqu'un qui avait tant souffert. C'était au début de 1966, environ 3 mois après que Julien eut officiellement emménagé dans notre maison, que j'ai commencé à remarquer de petits changements, rien de flagrant au début, juste des bizarreries, des détails qui semblaient déplacés comme un tableau sur le mur, qu'on aurait bougé d'un centimètre et que seuls ceux qui connaissent bien la maison remarquent. La première chose que j'ai remarquée était la façon dont il regardait ma mère quand il pensait que personne ne le voyait. Ce n'était pas le regard d'un fils envers sa mère, ni celui della gratitude. C'était quelque chose de plus possessif, comme s'il planifiait quelque chose quand elle passait près de lui dans la cuisine et touchait son épaule, affectueusement, quelque chose dans ses yeux changeait une seconde. Un éclat de quelque chose que, à l'époque, je ne pouvais identifier, mais aujourd'hui, en y repensant, j'ai reconnu comme une colère contenue un matin et je me suis réveillée plus tôt que d'habitude et suis allée dans la cuisine pour boire de l'eau. Je me suis arrêtée à la porte quand j'ai entendu des voix basses. Julien et ma mère, elle préparait le café, comme elle le faisait toujours vers 5 heures du matin, et il s'était levé tôt pour aider. Tu n'avais pas besoin de te lever si tôt. Mon garçon, dit ma mère, avec cette voix douce qui était la sienne, j'aime être seule avec vous. Madame, répondit-il, dans un ton qui me donna des frissons. Monsieur Philippe et Élise ne vous comprennent pas comme je vous comprenne. Ma mère rit, ce rire poli qu'elle donnait quand elle savait pas trop comment répondre. C'est idiote. Julienne, nous sommes une famille. Avant, il y en avait rien, continua-t-il, comme si elle n'avait pas parlé. Maintenant, il vous aille, c'était la manière dont il l'a dit, pas maintenant. Je vous ai tous, ou maintenant, j'ai une famille, c'était spécifique. Maintenant, je vous aille, comme si ma mère était une chose qui lui appartenait. Quand je suis entrée dans la cuisine, Julien a changé complètement. Il est redevenu le garçon poli et souriant, proposant de me servir un verre de lait, demandant si j'avais bien dormi. Mais j'ai capté son regard avant la transformation irritée que j'ai interrompu le moment. J'ai mentionné ces petites perceptions à ma meilleure amie, Camille. D'où est-ce Ralouz? Élise, dit-elle en riant, c'est normal quand un nouveau frère arrive, peut être était-ce cela, peut être n'était-ce que des jalousies d'adolescente idiote. J'ai décidé d'essayer d'être meilleure, de faire plus d'efforts pour accepter Julien complètement, mais les choses étranges continuaient de se produire. Ma mère a commencé à remarquer que certains de ses objets personnels disparaissaient. Un rouge à lèvres, une écharpe, une vieille photo où elle apparaissait seule, de petites choses qu'on pourrait facilement justifier comme perdues dans la maison. Quand elle mentionnait ses disparitions au dîner, Julien était toujours le premier à proposer des calcaires, toujours le plus inquiet.
Comme c'est étrange, Madame Colette, disait-il, avec une inquiétude apparente. Êtes-vous sûre de ne pas l'avoir laissée à l'école? Un après-midi, je suis rentrée plus tôt de l'école parce que je m'étais sentie mal pendant le cours de gym. Personne ne s'attendait à ce que j'arrive à cette heure. Maman était à l'école, papa au travail. Et Julien devait être à l'atelier puisque c'était son jour d'apprentissage là-bas. Mais quand je suis entrée dans la maison silencieusement, à cause de mon mal de tête, j'ai entendu du bruit dans la chambre de mes parents. J'ai pensé à des cambrioleurs et me suis figée de peur. Puis, très lentement, j'ai jeté un œil par la porte entr'ouverte. C'était Julien. Il était allongé sur le lit de mes parents, serrant l'oreiller de ma mère, le visage enfoui dedans, respirant profondément comme s'il voulait absorber son odeur. À côté de lui, étalé sur le lit. Il y avait plusieurs objets que je reconnaissais comme les disparus, le rouge à lèvres, l'écharpe, quelques photos, même une brosse à cheveux. Je me suis reculée avant qu'il ne puisse me voir. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait l'entendre. Je suis sortie de la maison discrètement et suis allée chez Camille, prétextant que je m'étais sentie mal dans la rue, pas la maison. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je voulais en parler à mes parents, mais que dirais-je? J'ai surpris Julien en train de sentir l'oreiller de maman. Et just one night, j'ai dit Julien, même à mes propres oreilles. Et si c'était vraiment de la jalousie, comme Camille l'avait suggéré, et si je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas, parce que je ne voulais pas partager mes parents, j'ai décidé d'observer davantage avant de dire quoi que ce soit. J'ai commencé à prêter attention à chaque détail du comportement de Julien, surtout quand il ne savait pas qu'il était observé. C'est alors que j'ai réalisé à quel point il changeait selon qui était autour de lui. Avec mon père, il était le fils parfait, respectueux, travailleur, intéressé par les histoires de travail policier. Avec ma mère, il était needy, presque enfantin, parfois cherchant toujours l'approbation et l'affection physique, un toucher sur le bras, une étreinte, une caresse. Et avec moi, il alternait entre le grand frère protecteur et de longues heures à m'ignorer complètement, comme si j'étais invisible. Mais il y avait des moments de petites instances où le masque glissait, comme quand mon père le corrigeait devant un voisin, sur la façon de tenir un outil. J'ai vu son visage se contracter dans une expression de pure haine avant de sourire rapidement et de remercier pour la correction, ou quand ma mère mentionnait fièrement que j'avais obtenu la meilleure note de la classe en français. Julien a cassé le crayon qu'il tenait en deux, cachant le geste sous la table. Des objets commençaient à disparaître ou à se casser. Dans la maison, la montre bracelet ancienne de mon père, héritée de mon grand-père, un ensemble de vaisselle que ma mère avait reçu en cadeau de mariage, mon journal intime, que je gardais caché sous mon matelas. Quand on l'interrogeait sur quoi que ce soit, Julien avait toujours un alibi parfait, était toujours ailleurs, avait toujours une explication raisonnable. Un jour, j'ai trouvé mon chat, Roméo, mort dans le jardin
Il n'avait que 2 ans et était en bonne santé. J'ai pleuré inconsolablement pendant que mon père l'enterrait sous le pommier. Julien était à côté de moi, m'consolant, disant que le chat avait probablement mangé quelque chose d'empoisonné dans la rue. Les chats sont comme ça. Élise, dit-il, passant son bras sur mes épaules, on ne sait jamais où ils vont, ce qu'ils mangent. Ne t'attache pas trop aux animaux. Ils finissent toujours par partir et t'abandonner. Quelque chose dans son ton me dérangeait profondément. J'ai regardé dans ses yeux et pendant un instant, j'ai vu quelque chose de froid, presque amusé, comme s'il prenait plaisir à ma douleur. J'ai repoussé cette pensée. Ce serait trop absurde. La situation avec ma mère s'est progressivement aggravée. Julien a commencé à créer de petits conflits entre elle et mon père. Il racontait des histoires légèrement différentes, à chacun sur ce que l'autre avait dit ou fait. Rien d'évident ou d'agressif, juste une petite distorsion qui, avec le temps, créait de la méfiance. Madame Colette. Monsieur Philippe a commenté au café que vous êtes très fatigué, que vous devriez abandonner quelques cours. Il pense que vous ne pouvez pas gérer. Ou Monsieur Philippe, Madame Colette a dit qu'elle est contrariée quand vous rentrez tard, sans prévenir. Elle pense que vous ne vous souciez pas de la famille. Mes parents, qui se disputaient rarement auparavant, ont commencé à avoir de petits désaccords rien de grave, mais assez pour créer une tension qui n'existait pas avant. Et Julien était toujours là, jouant les pacificateurs, celui qui comprenait, celui qui saisissait les deux côtés. Madame Colette, vous travaillez trop. C'est normal que Monsieur Philippe s'inquiète. Monsieur Philippe, Madame Colette s'inquiète seulement parce qu'elle vous aime. Il créait le problème, puis se présentait comme la solution. C'était comme une danse macabre que moi seule semblais voir. Au milieu de ce tourbillon, quelque chose s'est produit qui m'a rendue encore plus alerte. Sophie, ma cousine de 15 ans, qui vivait à Angers, est venue passer une semaine avec nous. Pendant les vacances de juillet, elle était belle, cheveux blonds, yeux verts, le genre de fille qui fait tourner les têtes. Julien a immédiatement été fasciné par elle. Au début, je pensais que c'était juste un garçon de 17 ans charmé par une jolie fille. C'était normal. Non, mais il y avait quelque chose de plus intense, plus perturbant dans la manière dont il l'observait, comme si elle était une proie. Sophie l'a remarqué et a commencé à éviter d'être seule avec lui quand je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a hésité, semblant gênée. Élise, ton frère est un peu étrange. Non, il me suit dans la maison. Il m'a regardé quand il pensait que je ne le vois pas. Hier soir, je me suis réveillée et il était là, debout à la porte de la chambre d'amis, juste à me regarder dormir. J'ai senti un frisson dans l'estomac. As-tu dit à tante Colette ou oncle Philippe? Elle a secoué la tête. Je ne veux pas causer de problème. Il n'a rien fait. Juste, il me met mal à l'aise, comme s'il voulait quelque chose de moi. Le lendemain, Sophie a dit qu'elle avait reçu un appel urgent et devait rentrer plus tôt. Mes parents ont trouvé cela étrange, mais n'ont pas trop questionné.
Julien semblait irrité par son départ soudain. Bien qu'il essayât de le cacher, cette nuit-là, j'ai entendu des bruits venant de sa chambre, des sons rythmiques, comme s'il frappait quelque chose à répétition. Le lendemain, j'ai remarqué que ses phalanges étaient rouges et éraflées, comme s'il avait frappé un mur. Le comportement étrange n'a fait que s'aggraver après cela. Julien a commencé à me traiter avec un mélange de dédain et de menaces voilées quand nous étions seuls. Parfois, il s'approchait trop près, envahissant mon espace personnel. « Ta cousine est une menteuse, murmura-t-il une fois, me coinçant dans le couloir. Elle a inventé des choses sur moi. N'est-ce pas, quoi t'elle est dite ?» J'ai ressenti de la peur pour la première fois. Pas une peur vague et distante, mais une terreur réelle, physique. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était plus humain. C'était comme regarder un prédateur. Elle n'a rien dit. Ai-je réussi à répondre, la voix tremblante? Elle a juste dû rentrer à cause de sa grand-mère malade. Il a souri, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux bien. Parce que si quelqu'un commence à raconter des mensonges sur moi, Élise, je vais être très, très triste. Et quand je suis triste, je fais des choses que je regrette. Après, c'était une menace claire. J'ai dégluti difficilement et hoché la tête, essayant de sembler calme. Quand il s'est enfin éloigné, je me suis précipitée dans la salle de bain et j'ai vomi, submergée par une terreur que je ne pouvais expliquer. J'ai décidé que je devais parler à mes parents, peu importe si cela semblait fou. J'ai choisi mon père d'abord. Il était policier, formé pour remarquer quand quelque chose n'allait pas. J'ai attendu un moment où nous étions seuls, un dimanche après-midi, quand ma mère était partie rendre visite à une amie malade et Julien était censé être à la bibliothèque étudiant pour un contrôle. Papa, come sai? La voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Il y a besoin de te parler de Julia. Mon père a baissé le journal qu'il lisait et m'a regardé avec attention. Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, je lui ai tout raconté. Ce que j'avais vu dans leur chambre, les objets disparus, la façon dont ils regardaient ma mère, l'incident avec Sophie, les menaces voilées. Pendant que je parlais, j'ai vu le visage de mon père changer, d'abord avec surprise, puis avec inquiétude, avec quelque chose entre incrédulité et tristesse. Quand j'ai fini, nous sommes restés silencieux un long moment. Mon père a soupiré profondément. Élise, es-tu sûre de ne pas mal interpréter les choses? Julien a eu une vie très difficile. Il est naturel qu'il ait parfois un comportement étrange. J'ai eu l'impression d'avoir été giflée. Mon propre père ne me croyait pas. Papa, c'est pas juste un comportement étrange. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de sérieux. Il regarde maman d'une manière qui me donne des frissons. Et la façon dont il m'a parlé dans le couloir, il m'a menacé. Mon père s'est frotté le visage, paraissant soudain plus vieux et plus fatigué. Ma fille, Julien, est encore en train de s'adapter. C'était mon idée, l'idée d'adopter un jeune homme. Je sais que c'est pas facile pour toi de partager notre attention après tant d'années
en tant que fille unique. C'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Mon père pensait que j'inventais tout cela par jalousie. Opéra, que Julien avait raison à mon sujet. Tu penses que je mens? Demandai-je. La voix étouffée. Non, ma fille, c'est pas ça. Je pense juste que peut être, tu vois, des problèmes là où il n'y en a pas. Nous nous adaptons tous à cette nouvelle dynamique familiale. À ce moment, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Julien est entré portant quelques livres. Quand il nous a vus dans le salon, il s'est arrêté, regardant de moi à mon père, et de nouveau à moi, quelque chose dans mon visage, où la posture de mon père a dû trahir le sujet de notre conversation, car j'ai vu quelque chose s'assombrir dans son regard. Bon, après-midi, Monsieur Philippe, salut, Élise, dit-il, avec ce sourire parfait que je savais maintenant totalement faux. Est-ce que j'interromps quelque chose? Non, mon garçon, je parlais juste avec Élise de choses familiales, répondit mon père. Se levant, comment était l'étude? Productive. Julien répondit, tout en me fixant. J'ai appris beaucoup de choses nouvelles aujourd'hui. Quand mon père a quitté la pièce pour chercher de l'eau, Julien s'est approché de moi. Sa voix n'était qu'un murmure, mais chaque mot était clair comme du cristal. Je t'ai déjà prévenu une fois. Petite Élise, ne teste pas ma patience. Tu n'aimeras pas voir ce qui se passe. Quand je suis vraiment irritée, je me suis reculée. Sentan Monsang, ce glaceur, c'était plus juste de l'intuition ou de la paranoïa. Il y avait quelque chose de profondément mauvais chez Julien, quelque chose de dangereux, et personne d'autre que moi ne semblait capable de le voir cette nuit-là. J'ai verrouillé la porte de ma chambre pour la première fois, et dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à réaliser que quelque chose de terrible se formait dans notre maison, comme des nuages d'orage s'accumulant à l'horizon, annonçant un désastre dont nous ne pourrions échapper. Le pire était encore à venir, et quand il est enfin arrivé, il a détruit tout ce que j'aimais, d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Parfois, je me demande s'il y a des moments dans la vie qui divisent tout en avant et après. Pour moi, c'était le 17 novembre 1966, un jeudi qui a commencé comme n'importe quel autre, mais s'est terminé comme le jour qui a détruit notre famille pour toujours. La semaine avait été tendue. Après ma conversation avec mon père, Julien a intensifié sa surveillance sur moi. Il ne le déguisait plus quand nous étions seuls, le sourire doux et les yeux tristes ont laissé place à un regard froid, calculateur, qui me suivait dans la maison comme un prédateur traquant sa proie. Maman était plus fatiguée que d'habitude cette semaine. L'école où elle enseignait avait des problèmes, manque d'enseignants, enfants indisciplinés, réunions de parents qui se prolongeaient tard. Elle rentrait épuisée, les épaules voûtées, ses yeux gentils, maintenant toujours rouges de fatigue. Tseyoudi, je me suis réveillée avec un poids dans la poitrine, une sensation que quelque chose de mauvais allait arriver. Vous connaissez cette angoisse inexplicable, comme si l'air était trop lourd à respirer. J'ai essayé de convaincre maman de rester à la maison,
prétendant que je me sentais malade, que j'avais besoin d'elle près de moi, mais il y avait une réunion importante à l'école. Je promets de rentrer plus tôt aujourd'hui, ma chérie, euh, dit-elle, m'embrassant sur le front. Nous pouvons regarder ce film que tu aimes tant après le dîner. Je l'ai regardé par la fenêtre, s'éloigner, une petite silhouette déterminée, marchant vers l'arrêt de bus. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je la verrais vivante. L'école a été libérée plus tôt ce jour-là à cause d'une assemblée des enseignants. Je suis arrivée à la maison vers 14 heures, m'attendant à trouver la maison vide. Papa était au travail, maman à l'école et Julien devait être à l'atelier comme tous les jeudis. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. D'abord, le silence. Pas le silence normal d'une maison vide, mais un silence lourd, oppressant, comme si l'air lui-même retenait son souffle, puis l'odeur légère, métallique. À l'époque, je ne l'ai pas reconnue, mais aujourd'hui, je sais que c'était l'odeur du sang. Y a-t-il quelqu'un à la maison? Ai-je appelé? Ma voix faible dans le silence, pas de réponse. J'ai laissé mon sac à dos sur le canapé et j'ai marché lentement dans le couloir. La porte de la chambre de mes parents était entr'ouverte, une lueur de lumière s'échappant dans le couloir sombre. Je l'ai poussé lentement, mon cœur battant si fort, qui semblait vouloir briser mes côtes. Ce que j'ai vu dans cette pièce me hantera jusqu'au jour où je fermerai les yeux pour la dernière fois. Ma mère était sur leur lit. Elle portait la robe bleu clair qu'elle aimait tant, maintenant tachée de rouge sombre. Son visage, toujours si expressif, si plein de vie, était figé dans une expression d'horreur et de surprise, ses yeux ouverts, vitreux, regardant le plafond sans voir sa gorge. Mon Dieu, sa gorge avait une coupure profonde, d'une oreille à l'autre, comme si quelqu'un avait essayé de la décapiter, et à côté du lit, assis sur une chaise, l'observant avec une expression presque rêveuse, était Julien, ses mains ensanglantées reposaient sur ses genoux, à côté de lui, par terre, un couteau de cuisine, celui que maman utilisait pour couper la viande le dimanche. Il n'a pas remarqué ma présence immédiatement. Il était perdu dans une sorte de transe, regardant le corps de ma mère, comme s'il admirait une œuvre d'art qu'il avait lui-même créée. Un son s'est échappé de ma gorge, pas son cri, ni un pleur, mais un bruit animal primitif, de pure horreur. C'est ce qui a fait tourner la tête de Julien dans ma direction. Élise, dit-elle, comme si nous nous rencontrions au petit déjeuner. Tu es rentrée tôt aujourd'hui. Je ne pouvais pas répondre. Mes yeux allaient de ma mère morte à Julien et vice-versa, incapable de traiter ce qu'il voyait. Elle est rentrée tôt aussi, continua à Tilly, il nonchalamment, pointant le corps. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien, voulait se reposer un peu avant de préparer le dîner. Un sourire étrange apparut sur son visage. Je pense qu'elle va se reposer pour toujours maintenant. Enfin, j'ai trouvé ma voix. Qu'as-tu fait? Les mots sont sortis étranglés, presque inaudibles. Julien a incliné la tête sur le côté, comme un chien curieux. Qu'est-ce que ça semble être? Petite Élise,
Je nous ai tous libérés, libérés, euh, répétais-je, incapable de comprendre. Elle était un obstacle, expliqua-t-il, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Elle se mettait entre moi et ton père, entre moi et toi. Elle était possessive, contrôlante. N'as-tu pas remarqué comment elle nous étouffait tous avec cet amour faux? C'était comme entendre quelqu'un parler dans une langue étrangère. Je pouvais distinguer les mots, mais ils n'avaient pas de sens ensemble. Tu as tué ma mère. Dis, j'ai. Et le dire à haute voix rendait tout terriblement réel. Tu as tué ma mère. Le cri sembla réveiller quelque chose en Julien. L'expression rêveuse disparut, remplacée par ce regard froid et prédateur que j'avais vu seulement par bribes auparavant. Et maintenant, je vais devoir te tuer aussi, dit-il, se levant lentement. C'est dommage, je t'aimais. Élise, nous aurions pu être une famille heureuse. Moi, toi et ton père. Mais tu ne m'as jamais donné une chance, n'est-ce pas? Toujours méfiante, toujours à m'espionner comme une petite espionne. J'ai attrapé le couteau. Je ne me souviens pas d'avoir bougé, de m'être baissée pour le ramasser par terre. And un instant, j'étais paralysée à la porte. L'instant suivant, le couteau était dans ma main, lourd et glissant du sang de ma mère. Reste loin de moi, à vertigeux. Ma voix plus ferme que prévu. Ne t'approche pas plus près. Julienrit un guttural malade qui ne correspondait pas à son jeune visage. Quei, petite Élise, fast du me toi aussi. Tu n'as pas le courage, tu as toujours été la petite chérie de maman, la petite poupée protégée. Il fait un pas en avant. Arrête, criaille, levant le couteau. Un autre pas, je te préviens, Julien, encore un passe. Maintenant, il était assez proche pour que je puisse le sentir, un mélange de sueur, de sang et quelque chose d'autre, quelque chose de chimique que je ne reconnaissais pas à l'époque, mais que j'ai découvert plus tard être de la cocaïne. Ses yeux étaient dilatés, fiévreux. Tu es juste comme ta mère, murmura-t-il, faible, pathétique. Tu penses pouvoir m'arrêter avec ce couteau. Je viens de lui trancher la gorge et je n'ai même pas cligné des yeux. Qu'est-ce que tu penses que je ressentirai quand ce sera ton tour? Quelque chose en moi s'est brisé, je ne peux pas l'expliquer. C'était comme si un barrage avait cédé et toute la colère, toute la peur, toute l'horreur de ce moment ont inondé mon corps. Je me suis élancée avec le couteau, pas par autodéfense ou calcul, mais par pur instinct animal. La lame est entrée dans son estomac avec une facilité effrayante, comme couper du beurre mou. Julien a baissé les yeux, surprise, comme s'il ne pouvait croire ce qui se passait. Puis ses yeux ont rencontré les miens. Et pour la première fois, j'ai vu une véritable peur en eux. Tuae, commensatio. Mais il n'a pas fini la phrase. Il a reculé en titubant, arrachant le couteau de ma main. Quand il est tombé au sol, le sang a commencé à se répandre rapidement sur les lattes du plancher.
se mélangeant à celui de ma mère, je suis restée là, paralysée à nouveau, regardant mes mains ensanglantées, le corps de ma mère sur le lit, Julien se tordant au sol. Je ne sais pas combien de temps a passé, des secondes, des minutes, des heures peut être. Le temps avait perdu tout sens. Je ne suis revenue à la réalité que lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, la voix de mon père appelant joyeusement, je suis rentrée, j'ai réussi à sortir tôt aujourd'hui. Ce qui s'est passé ensuite est gravé dans ma mémoire comme une série de flashs déconnectés, des images figées dans le temps, mon père apparaissant à la porte de la chambre, le sourire mourant sur ses lèvres. Quand il a vu la scène, Julienne, encore vivant, tendant une main tremblante vers lui. « Papa, elle m'a poignardé, aide-moi, couvert de sang, incapable d'expliquer, incapable de faire autre chose que de pointer le corps de ma mère. Il l'a tué, papa, il a tué maman, mon père tombant à genoux entre nous, son visage tordu dans un masque de douleur indescriptible, Julien gagnant soudain de la force, sortant un petit pistolet de sous le matelas, l'arme de secours de mon père, qu'il gardait pour les urgences, le bruit assourdissant du coup de feu quand mon père, réalisant l'intention de Julien, s'est jeté sur lui. La balle qui a manqué mon père de quelques centimètres et s'est logée dans le mur, la lutte désespérée entre les deux, mon père essayant d'arracher l'arme des mains de Julien, Julien utilisant ses dernières forces pour essayer de tirer à nouveau, est un film, le moment où mon père, policier, entraîné, a réussi à tourner l'arme vers Julien. Un autre coup, le silence. Les corpses de Julien, enfin, immobile, les yeux ouverts, fixés au plafond, exactement comme ceux de ma mère, mon père, respirant lourdement, lâchant l'arme comme si elle brûlait ses mains, nous deux assis sur le sol de cette pièce, transformés en abattoir, incapables de parler, de pleurer, de faire autre chose que regarder les deux corps et le sang qui semble être partout. C'est ainsi que la police nous a trouvés 1 heure plus tard, quand un voisin, ayant entendu les coups de feu, a enfin trouvé le courage d'appeler le commissariat. Ce qui a suivi était un flou d'uniforme, de questions, de flashs d'appareils photo, de rubans jaunes isolant notre maison. Je me souviens d'être enveloppée dans une couverture malgré la chaleur, parce que je ne pouvais pas arrêter de trembler. Je me souviens des regards de pitié des policiers, les collègues de mon père. Quand ils nous ont emmenés au commissariat, les semaines suivantes furent un cauchemar de déclarations, d'enterrements, de titres de journaux sensationnalistes, tragédie familiale, adolescent adopté tue la mère et tué par le père policier. L'enquête a révélé des choses sur Julien que aucun de nous ne savait. Il n'était pas l'orphelin innocent que mon père croyait avoir sauvé. Sa mère n'était pas en prison pour trafic. Elle avait été assassinée 3 ans plus tôt, avec de forts soupçons que son propre fils était le coupable, bien qu'il n'ait jamais pu le prouver.
Julien était passé par 5 familles adoptives avant nous. Toutes l'ont renvoyé au système alléguant un comportement perturbant, allant de la torture d'animaux à des tentatives d'agression sexuelle sur des enfants plus jeunes. Tout cela était dans des dossiers qui, pour une raison quelconque, incompétence ou corruption, n'ont jamais atteint mon père. Lorsqu'il a initié le processus d'adoption, ils ont trouvé dans sa chambre un journal détaillant des fantasmes violents impliquant ma mère et des plans encore plus troublants pour tuer mon père et faire passer cela pour un suicide, puis me convaincre de fuir avec lui dans une autre région. L'enquête a conclu que mon père et moi avions agi en légitime défense. Il n'y a pas eu d'accusation formelle, mais le mal était déjà fait. Notre famille avait été détruite, notre maison, autrefois pleine d'amour et de sécurité, était maintenant tachée de sang qu'aucun nettoyage ne pouvait enlever. Nous avons vendu la maison quelques semaines plus tard. Aucun de nous ne pouvait même la regarder sans revivre ce jour. Nous avons déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, essayant de recommencer, essayant de trouver un chemin à travers l'horreur qui était devenue notre réalité. Mais comment recommencer? Quand tout votre monde s'est effondré, comment avancer? Quand la personne que vous aimiez le plus a été brutalement arrachée de votre vie, comment faire confiance à nouveau quand la confiance de votre père en quelqu'un a entraîné un tel désastre? C'est la question qui m'a tourmentée dans les mois et les années qui ont suivi, une question pour laquelle je n'avais pas de réponse, du moins pas encore, ce que je ne savais pas à ce moment terrible, en regardant le sang sur mes mains, le sang de ma mère, le sang de Julien. C'était que le début de notre épreuve, que le pire était encore à venir. Sous la forme du silence écrasant de mon père, dans le poids de la culpabilité qui le consumait jour après jour, dans la dépression qui le poussait progressivement loin de moi, la seule famille qui lui restait, et moi, une fille de 15 ans qui venait de voir sa mère assassinée et avait été forcée de poignarder quelqu'un pour survivre. Comment pouvais-je savoir que j'allais devoir trouver une force que je n'imaginais jamais avoir, non seulement pour continuer à vivre, mais pour sauver mon père de l'abîme de désespoir dans lequel il sombrait. La vie, telle que nous la connaissions, s'était terminée dans cette pièce ensanglantée et le chemin à venir était plus sombre et plus solitaire. Que tout ce que nous pouvions imaginer, les silence on points. Vous savez, après ce jour, le silence dans notre nouvel appartement était si lourd que parfois je me réveillais au milieu de la nuit, suffoquant, comme s'il s'était transformé en quelque chose de physique, pressant ma poitrine jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Les premières semaines après l'enterrement de maman étaient d'un engourdissement pur. C'était comme si nous déplacions sous l'eau lentement, désorientés, incapables d'entendre ou de ressentir complètement. Papa a organisé un congé du travail et j'ai manqué l'école pendant presque un mois. Personne ne l'a questionné. L'histoire
était sortie dans tous les journaux locaux, la tragédie de la famille Garnier proclamait les gros titres avec des photos de nous tirées d'albums familiaux que quelqu'un, une connaissance, ou voisin avait vendu à la presse notre petit appartement dans le quartier Saint-Sauveur, loin de notre ancienne maison, était censé être un nouveau départ. Mas commencer quand votre vie a été si violemment déchirée. Les premiers jours, nous nous parlions à peine, non par colère ou ressentiment, mais parce que les mots semblaient totalement inadéquats face à ce que nous avions vécu la nuit. J'entendais mon père pleurer. Dans la pièce d'à côté, un pleur contenu, étouffé par l'oreiller, comme si, même dans sa douleur, il essayait de ne pas me déranger le matin. Il préparait notre café en silence, les yeux gonflés et rouges, mais essayant toujours de sourire. Quand il me voyait, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, qui ne faisait que souligner encore plus la dévastation sur son visage. « Comment vas-tu aujourd'hui, ma fille ?» demandait-il. La même question chaque matin, comme un rituel. « Je vais bien, papa », répondais-je, le même mensonge. Chaque jour, nous n'allions pas bien, nous étions brisés, saignant à l'intérieur, incapables de faire face à la monstruosité de ce qui s'était passé. C'était dans la 3e semaine dans notre nouvelle maison que j'ai réalisé que quelque chose au-delà de la douleur et du chagrin consumait mon père. Il a commencé à perdre du poids rapidement, prétendant toujours ne pas avoir faim. Quand j'essayais de le faire manger, il dormait de moins en moins. Souvent, je le trouvais à l'aube, assis sur le petit balcon de l'appartement, regardant dans le vide, un verre de whisky à la main. « Tu dois dormir un peu, papa », disais-je. Je ne peux pas fermer les yeux sans voir, commençait-il, mais ne terminait jamais la phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. Je voyais aussi, quand je fermais les yeux, ma mère sur le lit. Le sang, Julienne, le couteau, le coup de feu, un film d'horreur qui se répétait sans fin. Un matin, quand je suis entrée dans la cuisine, j'ai trouvé mon père assis à la table, entouré de papiers, rapports de police, documents d'adoption, photos d'un Julien plus jeune, vieux articles de journaux. Il avait les yeux fixés, vitreux, sur les pages devant lui. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda-je. Bien que je le savais déjà, j'aurais dû le voir. « Élise ?» répondit-il, sa voix comme celle de quelqu'un qui n'avait pas parlé depuis des heures. Tout est là, tous les signes, son histoire, les avertissements. Comment ai-je pu être si aveugle ? Je me suis assise à côté de lui, regardant les documents éparpillés. Il y avait des rapports de psychologues décrivant Julien comme potentiellement dangereux, incapable d'empathie, enclin à des comportements manipulateurs. Il y avait des registres d'incidents dans des foyers précédents, un enfant plus jeune poussé dans les escaliers, un chien trouvé mort, des objets volés, de petits incendies. Ce n'était pas ta faute, dis-je, tenant la main froide de mon père.
tu nie savais pas. Personne ne t'a montré ces documents. Je suis policier. Élise, dit-il, retirant sa main, mon travail est d'enquêter, de découvrir la vérité, et je n'ai même pas enquêté sur le garçon que j'ai ramené chez moi, près de ma famille. La culpabilité a commencé à le consumer comme une maladie, jour après jour. Je regardais mon père disparaître en lui-même quand il est enfin retourné au travail. Après 6 semaines de congé, il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Les autres officiers le traitaient avec un mélange de pitié et de malaise. Louis, qui avait toujours été respecté pour son intégrité et sa compétence, était maintenant vu comme une tragédie ambulante. Je suis retournée à l'école aussi, bien que j'ai supplié de changer pour une autre. Je ne supportais pas les regards, les chuchotements quand je passais. Certains amis ont essayé de m'approcher, mais je ne savais plus comment être normale, comment parler de choses banales d'adolescente quand j'avais vu et fait des choses qu'aucune personne de mon âge ne devrait vivre. Camille, ma meilleure amie, était la seule à persister. Elle venait à l'appartement presque tous les jours. Après les cours, même quand je parlais à peine, elle s'asseyait avec moi en silence, parfois juste en tenant ma main, d'autres fois en racontant des potins de l'école, comme si rien ne s'était passé. Sa présence était comme un fil ténu, me reliant au monde qui existait avant la tragédie. Au fil des mois, une routine sombre s'est établie. Papa travaillait de longues heures, rentrant tard, sentant souvent l'alcool. Je m'occupais de la maison du mieux que je pouvais, cuisiner les bases que j'avais apprises de maman, essayer de maintenir mes notes à l'école. Nous parlions de moins en moins. C'était 1 an après la mort de maman que la situation a touché le fond. Je venais d'avoir 6 ans, une date qui est passée presque inaperçue, avec seulement un petit gâteau acheté par Camille et une étreinte maladroite de mon père. Il semblait pire chaque jour, plus maigre, plus distant, avec des cernes profonds et une expression vide qui me faisait peur. Cette nuit-là, je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé l'appartement sombre et silencieux. Je l'ai appelé, mais n'ai reçu aucune réponse. Une sensation de panique a commencé à grandir dans ma poitrine. En vérifiant les pièces vides, quand je suis arrivée à la salle de bain et que la porte était verrouillée, la panique s'est transformée en terreur. Papa, et je criais, frappant la porte, papa, réponds-moi, s'il te plaît, silence. Je me suis précipitée dans la cuisine et attrapé un couteau et suis revenue forcer la serrure. Quand la porte a enfin cédé, la scène devant moi gelait mon sang, mon père dans la baignoire, l'eau rougie, une coupure profonde à chaque poignet, la tête tombée sur le côté, les yeux fermés. Pendant un moment terrible, j'ai pensé que j'étais arrivée trop tard. Puis j'ai remarqué le subtil mouvement de sa poitrine. Il respirait, bien que faiblement. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai fait. Ensuite, je sais que j'ai crié pour demander de l'aide, que je me suis précipitée au téléphone, que j'ai appelé une ambulance. Je sais que j'ai essayé d'arrêter le saignement avec des serviettes, que j'ai répété sans fin
ne me laisse pas, papa, s'il te plaît, ne me laisse pas. Les heures à l'hôpital furent les plus longues de ma vie, assise seule dans la salle d'attente, avec des vêtements encore tachés de sang. Le sang de mon père, cette fois. J'ai sentais que já vais atteindre ma limite. J'avais 16 ans et j'avais déjà vu plus de morts et de souffrances que beaucoup en voient dans une vie. J'avais perdu ma mère, j'avais pris une vie, même si c'était en légitime défense. Et maintenant, j'étais sur le point de perdre mon père aussi, quand le médecin est enfin apparu pour dire qu'il survivrait, que nous étions arrivés à temps. Je me suis effondrée en larmes, pas de soulagement, mais d'épuisement total. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes, jusqu'à ce que tout mon corps fasse mal, jusqu'à ce que les infirmières s'inquiètent, que j'ai besoin de sédation aussi. Mon père a été hospitalisé pendant 2 semaines, d'abord en soins intensifs, puis en psychiatrie. Les médecins parlaient de dépression sévère, d'idées suicidaires, de troubles de stress post-traumatique. Pour moi, c'était juste des mots techniques pour décrire ce que je savais déjà. Mon père se noyait dans la culpabilité et je ne savais pas comment le sauver pendant ces 2 semaines. Je suis restée chez Camille. Ses parents m'ont traitée avec affection, essayant de me donner un aperçu de normalité. Oncle Charles, le père de Camille et ami d'enfance de mon père, me rendait visite tous les jours à l'hôpital, restant souvent là quand je ne pouvais pas à cause de l'école. Quand mon père a enfin été libéré, il est revenu avec un sac de médicaments et une recommandation de thérapie 2 fois par semaine. Il était plus calme, mais toujours distant, comme si une partie de lui était restée dans cette baignoire. Je suis désolée, Élise, furent ses premiers mots quand nous étions seuls à la maison. Je ne pensais pas à toi. Je voulais juste que la douleur s'arrête. Je l'ai serré dans mes bras, sentant ses os sous sa peau. Est-ce fragile, si différent de l'homme fort que je connaissais. Nous allons surmonter ça, papa, dis-je, sans vraiment y croire. Ensemble, promets que tu ne me laisseras pas. Il a hoché la tête, mais ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Je promets d'essayer. Les mois suivants furent une récupération lente, douloureuse, avec des hauts et des bas effrayants. La thérapie aidait, pas miraculeusement, mais progressivement. Le psychiatre a ajusté les médicaments plusieurs fois jusqu'à trouver la combinaison qui gardait les pensées les plus sombres. Sauce contrôlait. Mon père est retourné au travail, mais dans un service administratif, loin des rues et de la pression. Nous avons compté sur une aide inattendue de personnes qui, jusqu'alors, n'étaient que des connaissances lointaines. La dame de l'appartement d'à côté, Madame Cécile Moulin, une veuve de 70 ans, a commencé à apporter des plats faits maison presque tous les jours, insistant que nous étions trop maigres. Le portier de l'immeuble, Monsieur Étienne Pascal, trouvait toujours un moyen de réparer de petites choses dans l'appartement sans facturer. Le professeur de français offrait de me donner des cours supplémentaires pour rattraper le temps perdu, de petits gestes de gentillesse qui, ensemble, formaient un filet de sécurité autour de nous, nous empêchant de retomber dans l'abîme. Pourtant, nous ne sommes jamais redevenus
ce que nous étions avant, comment le pourrions-nous? Nous portions des cicatrices visibles et invisibles qui reformulaient complètement qui nous étions, comment nous voyons le monde, comment nous nous relations les uns aux autres et aux autres. Pour mon 17e anniversaire, mon père a fait un effort visible pour créer un peu de normalité. Il a acheté un gâteau, a invité Camille et 2 autres camarades de classe qui s'étaient rapprochés de moi, a même joué une chanson que maman aimait au milieu de la petite célébration. Nos regards se sont croisés et j'ai vu en lui un mélange de tristesse et de détermination qui m'a brisé le cœur. Plus tard, cette nuit-là, quand tout le monde était parti, il m'a tendu un petit paquet. C'était à ta mère, dit-il. Elle voulait que tu l'aies pour tes 18 ans. Mais je pense qu'elle voudrait que tu l'aies maintenant dans la petite boîte. Il y avait un collier en or avec un petit pendentif en forme de livre ouvert, une référence à l'amour que maman avait pour la lecture et qu'elle essayait de m'inculquer depuis l'enfance. Elle l'a acheté des mois avant que tout n'arrive. Continua-t-il, la voix étouffée. Je l'ai gardé exactement là où elle l'avait caché. En regardant ce collier, quelque chose s'est brisé en moi. Pas de manière destructrice, mais comme si un barrage avait enfin cédé, libérant des émotions que j'avais contenues si longtemps. Elles me manquent tellement. Confessai-je, les larmes coulant librement. Tous les jours, papa, tous les jours je me réveille pensant que je vais entendre sa voix dans la maison. Moi aussi, ma fille, répondit-il. Et pour la première fois depuis la tragédie, il a pleuré ouvertement devant moi, pas caché dans sa chambre, pas silencieusement, mais de gros sanglots qui secouaient tout son corps. Pas une seconde ne passe sans que je pense à elle, sans que je regrette. C'était pas ta faute, dis-je, avec toute la conviction que je pouvais rassembler. Papa, regarde-moi, c'était pas ta faute. Tu voulais juste aider quelqu'un, tu voulais juste faire le bien, mais j'ai ramené le monstre chez nous. Élise, jag insisté, même quand ta mère avait des doutes, et il nous a trompés, a trompé tout le monde. Même les spécialistes n'ont pas vu ce qu'il était vraiment. Nous sommes restés là, enlacés, pleurant ensemble pour la première fois. C'était douloureux, mais aussi purifiant d'une certaine manière, comme si ensemble, nous pouvions enfin commencer à évacuer le poison de la culpabilité et du ressentiment qui nous consumait de l'intérieur. Cette nuit-là n'a pas tout guéri miraculeusement. Mon père avait encore des mauvais jours, luttait encore contre la dépression, se réveillait encore en criant de cauchemars. J'avais encore des flashbacks terribles, évitais encore certains endroits et situations, sursautais encore à tout bruit soudain. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Nous ne souffrions plus séparément, chacun isolé dans sa douleur. Nous souffrions ensemble et d'une certaine manière, cela rendait le fardeau plus supportable. Dans les mois qui ont suivi, nous avons établi de nouveaux rituels familiaux, de petits moments de connexion qui nous aidaient à continuer les dimanches. Nous faisions des crêpes ensemble, comme maman le faisait, le vendredi soir. Nous regardions un film, toujours quelque chose de léger, rien avec de la violence ou du suspense.
le samedi, nous visitions le cimetière, apportant des fleurs fraîches à maman et progressivement, si lentement que je l'ai à peine remarqué au début, nous réapprenions à vivre pas comme avant. Ça ne serait jamais comme avant, mais d'une nouvelle manière, portant nos cicatrices avec plus de dignité, appréciant les bons moments quand ils venaient, affrontant les mauvais moments ensemble. Dans ma dernière année de lycée, quand est venu le moment de décider ce que je ferais de ma vie, la réponse est venue naturellement, psychologue, hein. Je voulais comprendre ce qui était arrivé à notre famille. Je voulais aider d'autres personnes traversant un traumatisme. Je voulais transformer toute cette douleur en quelque chose de positif. Quand je l'ai dit à mon père, j'ai vu une lueur dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps, une lueur de l'homme qu'il était avant, du policier idéaliste qui croyait pouvoir faire une différence. Ta mère serait si fière de toi, dit-il, tenant mes mains, et je le suis, Élise, si fière que ça tient à peine dans ma poitrine. C'était des mots simples, mais signifiaient le monde, pour moi, un signe que, malgré tout, il y avait encore de l'espoir pour nous, que nous pouvions non seulement survivre à la tragédie, mais peut être trouvé un chemin au-delà. Le chemin serait long, sinueux, avec encore beaucoup d'obstacles à venir, mais à ce moment-là, pour la première fois depuis le jour qui a tout changé, j'ai senti que juste peut être, nous pourrions trouver une sorte de paix. Ce que je ne savais pas, c'est que cette paix viendrait de manière inattendue et que le voyage de guérison serait aussi transformateur qu'il était douloureux. Le temps est étrange. Quand on traverse une tragédie, parfois, on dirait que tout s'est passé hier. Je peux sentir l'odeur du sang, entendre les cris, voir les yeux vides de ma mère. D'autres fois, on dirait que c'est arrivé dans une autre vie, à une autre personne. Aujourd'hui, à 79 ans, en regardant en arrière, je vois que cette fille de 14 ans qui a tout perdu en un jour n'aurait jamais imaginé la vie, qu'elle finirait par construire à partir des cendres. J'ai intégré le programme de psychologie à l'Université de Bourgogne à Dijon en 1970 à 19 ans. C'était une réussite, pas seulement la mienne, mais celle de nous deux. Moi et mon père, il était retourné au travail à plein temps, toujours dans la partie administrative de la police. Et je donnais des cours particuliers pour aider avec les dépenses. C'était pas facile, mais nous avancions un jour à la fois. Le campus universitaire était un monde à part de ce que je connaissais. Pour la première fois depuis la tragédie, j'étais dans un endroit où je n'étais pas la fille de cette famille, où les gens ne connaissaient pas mon histoire. Avant même de me rencontrer, c'était libérateur et effrayant à la fois. Je pouvais être qui je voulais, mais je me sentais aussi comme une imposteur, comme si je portais un terrible secret. Oui, s'il était découvert, ferait que tout le monde s'éloignerait. En deuxième année d'université, quelque chose s'est produit qui allait changer ma vie à nouveau, mais cette fois pour le mieux. Dans un séminaire sur le traumatisme, le professeur a invité une psychiatre pour parler de son expérience avec les survivants.
de situations extrêmes. Docteur Valérie Chardon, Environ 40 cheveux grisonnants précocement, yeux bienveillants derrière des lunettes à monture fine. Elle parlait avec tant de savoir et d'empathie que je suis restée après le cours pour poser des questions. Vous avez un intérêt particulier pour le sujet Observati elle. Après ma troisième question, c'était la première fois que je considérais partager mon histoire avec quelqu'un de l'université. C'est personnel. Répondis-je finalement. Elle hocha la tête sans insister. Si vous voulez parler un jour, je travaille à la clinique universitaire les mardis et jeudis. Il m'a fallu 3 semaines pour trouver le courage, mais j'ai fini par y aller. Assise dans cette petite pièce au mur bleu clair, j'ai tout raconté sur Julien, sur ma mère, sur la tentative de suicide de mon père, sur comment je me réveillais encore en criant. De nombreuses nuits, j'ai parlé pendant presque 2 heures sans m'arrêter. Les mots coulant comme un barrage rompu, docteur Valérie écoutait sans juger, sans cette expression d'horreur ou de pitié que je craignais tant. J'ai fini. Elle n'a pas offert de solution miraculeuse, ni de phrases consolantes banales. Élise, dit-elle, et c'était la première fois que quelqu'un m'appelait par mon nom complet depuis des années, ce que vous avez vécu est inimaginable pour la plupart des gens. Que vous soyez ici, étudiant, fonctionnant, est extraordinaire, mais la véritable guérison ne vient pas juste de survivre. Elle vient de l'intégration du traumatisme dans votre histoire. Sans le laisser définir qui vous êtes, ces mots ont ouvert quelque chose en moi. Nous avons commencé une thérapie formelle, 1 fois par semaine. C'était pas facile. Souvent, je quittais les séances épuisées, vidées, comme si j'avais couru un marathon émotionnel, mais lentement, j'ai commencé à voir mon histoire sous une autre perspective. Vous n'êtes pas juste une victime. Élise me dit un jour, docteur Valérie, vous êtes une survivante et plus que cela, vous avez sauvé votre père. Sans vous, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Je n'avais jamais pensé à cela ainsi. Je me voyais toujours comme la fille qui n'avait pas vu le danger à temps, qui n'avait pas pu protéger sa mère, qui avait été forcée de blesser quelqu'un pour survivre. L'idée qu'il y avait aussi de la force et du courage dans mes actions était révolutionnaire. J'ai partagé ces idées avec mon père, qui avait maintenant son propre thérapeute, Progressivement. Notre relation a commencé à se transformer. Nous n'étions plus juste 2 survivants, liés par la tragédie, mais 2 personnes reconstruisant une connexion authentique, basée non seulement sur ce que nous avions perdu, mais sur ce que nous avions encore l'un pour l'autre. C'était en thérapie que j'ai enfin réussi à parler de quelque chose que j'avais gardé pendant des années, la culpabilité d'avoir tué Julien, même en sachant que c'était de la légitime défense, même en sachant ce qu'il avait fait. Ce moment où j'ai enfoncé le couteau en lui me hantait. J'ai pris une vie, confessais-je, les mains tremblantes. Parfois je me réveille et je sens le poids de lui tombant sur le couteau. Je sens le sang chaud sur mes mains dans des situations extrêmes.
Notre cerveau n'a que quelques options, fuir, ze fliegen ou se battre. Expliqua docteur Valérie, vous ne pensiez pas rationnellement à ce moment, vous surviviez, c'était pas un choix conscient, c'était un pur instinct. Il m'a fallu longtemps pour accepter cela, pour comprendre que ma réaction ne me rendait pas égale à Julien, qu'il y avait un abîme entre tuer pour le plaisir, pour le pouvoir, comme il l'a fait avec ma mère, et tuer pour se défendre, quand il n'y a pas d'autre option. En 3e année d'université, j'ai commencé à m'ouvrir davantage. J'ai fait des amis, participé à des groupes d'études, même aller à quelques fêtes. Rien d'extravagant, mais de petits moments de normalité qui semblaient impossibles avant. Un de ses amis était Laurent Vérin, étudiant en droit, que j'ai rencontré à la bibliothèque. Nous avons commencé à parler de livres et fini par parler de tout. À notre 4e rencontre dans un café près de l'université de Bourgogne, il a pris ma main à travers la table. Puis-je te dire un secret, Élise, dit-il, utilisant le surnom que peu utilisé maintenant, je sais qui tu es. Je le sais depuis le premier jour, mon sang s'est glacé. Que veux-tu dire? Mon père est avocat, il a travaillé sur l'affaire, ton affaire, il y a 4 ans. J'ai reconnu ton nom, j'ai retiré ma main, prête à me lever et à fuir. Il a continué rapidement, Attends, s'il te plaît. Je n'ai dit à personne, je ne dirai jamais. Je voulais juste que tu saches que je t'admire le courage qu'il t'a fallu pour avancer après tout cela. J'étais paralysée, ne sachant pas comment réagir. Une partie de moi voulait fuir, se cacher de l'exposition. Une autre partie ressentait un étrange soulagement, comme si un poids avait été levé en n'ayant plus à prétendre, du moins avec une personne. Pourquoi me le dis-tu maintenant? Demandai-je, ma voix à peine audible, parce que je pense que je tombe amoureux de toi, répondit-il simplement. Et je voulais commencer avec une totale honnêteté. C'était le début de ma première relation lente, hésitante, pleine de recul de ma part. Laurent avait une patience infinie, respectant toujours mes limites, même quand il ne les comprenait pas complètement. Il m'a fallu 6 mois pour le laisser m'embrasser, presque 1 an pour pouvoir être seule, dans une pièce fermée avec lui, sans paniquer. Quand j'ai enfin parlé de Laurent à mon père, il était visiblement nerveux. L'idée de me voir impliquée avec quelqu'un ramenait des peurs de ce qui s'était passé avec Julien. J'ai invité Laurent à dîner et mon père l'a interrogé comme seul un policier sait le faire. Laurent a tout enduré avec respect et même avec humour, comprenant d'où venait l'inquiétude. À la fin de la soirée, quand Laurent est parti, mon père m'a serré dans ses bras. Il semble être un bon jeune homme. Élise, dit-elle, la voix étouffée, ta mère l'aurait aimé. C'était la première fois qu'il mentionnait ma mère sans cette ombre de culpabilité et de douleur absolue. Un petit miracle. J'ai obtenu mon diplôme en 1974, à 23 ans. Laurent a obtenu son diplôme en droit la même année. Notre relation s'était renforcée, survivant aux pressions de l'université
à mes luttes internes, aux peurs de mon père. À la remise des diplômes, avec le diplôme en main, j'ai regardé le public et j'ai vu mon père applaudir des bouts, les larmes aux yeux. À côté de lui était Camille, qui était devenue enseignante, et quelques autres amis chers que nous avions fait au fil des ans. C'est à ce moment que j'ai réalisé quelque chose d'important. Nous avions construit une nouvelle vie, pas parfaite, pas sans douleur, ni cicatrice, mais une vie avec des connexions authentiques, des réalisations réelles, des moments de vraie joie. Laurent m'a demandé en mariage ce soir-là, pendant la fête de remise des diplômes. J'ai dit oui, mais avec une condition, que nous vivions près de mon père. Il a compris, sans que j'aie besoin d'expliquer. Mon père s'était beaucoup amélioré, mais avait encore besoin de nous à proximité, et je ne pouvais pas être heureuse. En sachant qu'il était seul, nous nous sommes mariés en 1975, une petite cérémonie avec seulement des amis proches et la famille. Mon père m'a accompagnée à l'hôtel, plus maigre et avec beaucoup plus de cheveux gris qu'il n'aurait dû en avoir à 50 ans, mais avec un sourire sincère sur le visage. Quand il m'a remise à Laurent, il a murmuré « Ta mère serait si fière de la femme que tu es devenue ». Nous avons acheté une maison à 10 minutes de chez lui. Laurent a ouvert un petit cabinet d'avocats spécialisé dans les droits humains. J'ai commencé à travailler dans une clinique communautaire à Limoges, servant des personnes qui ne pouvaient pas se permettre une thérapie privée. Le travail était difficile, souvent douloureux, mais profondément gratifiant. Utiliser mon expérience de traumatisme pour aider d'autres à naviguer dans leur donner du sens à tout ce qui s'était passé. En 1977, à 26 ans, j'ai découvert que j'étais enceinte. La nouvelle a apporté un mélange complexe d'émotions, de la joie, oui, mais aussi de la terreur. Comment pourrais-je être une mère quand j'avais perdu la mienne si jeune? Comment protégerais-je cet enfant dans un monde qui s'était montré si brutal? Docteur Valérie, maintenant plus une amie que thérapeute, m'a aidé à naviguer dans ses peurs. Vous n'êtes pas condamnée à répéter le passé. Élise, me rappelait-elle, votre expérience vous a donné une sagesse que beaucoup de parents n'auront jamais. Mon père était extatique avec la nouvelle. Quelque chose en lui s'est rajeuni, avec la perspective d'être grand-père. Il a peint la chambre du bébé, assemblé le berceau, commencé à acheter des jouets des mois avant la naissance. Penses-tu que je saurais être grand-père? Mais demandati lune nuit, l'insécurité perçant. Après tout cela, tu seras le meilleur grand-père du monde, répondis-je. Tenant sa main, cet enfant aura tant de chance de t'avoir. En septembre 1977, ma fille, Sabine, est née. Un nom choisi en l'honneur de ma mère. Tenir ce petit paquet dans mes bras était comme sentir mon cœur à l'extérieur de mon corps, exposé et vulnérable, mais aussi incroyablement fort. L'amour que je ressentais était si écrasant qu'il me laissait sans souffle. La première année
avec Sabine fut épuisante, effrayante et merveilleuse, Laurent s'est révélé être un père dévoué, partageant toutes les responsabilités. Mon père apparaissait presque tous les jours, apportant des cadeaux, offrant de l'aide, voulant juste tenir sa petite fille pendant quelques minutes. Sabine a grandi entourée d'amour, protégée, mais pas étouffée. Nous avons décidé tôt que lorsqu'elle serait assez grande, nous lui parlerions de ce qui était arrivé à notre famille, pas tous les détails sombres, mais l'essentiel, que sa grand-mère avait été victime de violences, que son grand-père et moi avions survécu à une grande tragédie. Nous voulions qu'elle comprenne ses racines sans porter nos traumatismes. En 1980, nous avons eu notre deuxième enfant, Nicolas, en l'honneur de mon père. Voir les deux petits-enfants ensemble, mon père avec un petit enfant dans chaque bras, était une image que je n'avais jamais imaginée possible dans les jours les plus sombres après la tragédie. La via Suivison, course, nous avons eu des joies, les premiers mots des enfants, les anniversaires, les remises de diplômes. Nous avons eu des chagrins aussi, la mort de mon père en 1995, d'une crise cardiaque à 70 ans. Mais même dans les pertes, il y avait une différence fondamentale. Nous n'étions plus seuls, brisés par la tragédie. Nous avions construit une famille, un réseau de soutien, une fille pleine. Malgré tout, Sabine a obtenu un diplôme en médecine. Nicolas en ingegnerie. Tous deux se sont mariés, m'ont donné de merveilleux petits-enfants. Laurent et moi avons célébré notre 50e anniversaire de mariage l'année dernière, un demi-siècle de partenariat, de respect et d'un amour qui a grandi des cendres de la plus grande tragédie imaginable. Aujourd'hui, à 79 ans, assise dans cette pièce, parlant à vous tous, je regarde en arrière et je vois que ma vie n'a pas été définie par ce que j'ai perdu, mais par ce que j'ai construit après. Je ne suis pas juste la fille qui a survécu à l'horreur. Je suis une femme qui a trouvé une force là où elle pensait qu'il n'y en avait pas, qui a appris à aimer quand elle pensait que son cœur était brisé à jamais. S'il y a une leçon que je peux partager de mon voyage, c'est celle-ci. Le traumatisme n'a pas le pouvoir de déterminer qui vous serez pour toujours. Oui, il laisse des cicatrices. Oui, il vous change fondamentalement, mais il ne détermine pas la valeur de votre vie, ni ne limite votre capacité à trouver la joie, le but et l'amour. À nouveau, mon histoire n'est pas sur la tragédie, elle est sur ce qui est venu après la reconstruction, la guérison, la découverte que nous sommes bien plus résilients que nous ne l'imaginons. C'est sur comment, même dans les nuits les plus sombres, il existe la possibilité de l'aube. Si vous traversez votre propre vallée d'ombre maintenant, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Il y a un chemin à travers la douleur, même quand il semble impossible de le voir, un pas à la fois, un jour à la fois, et peut être des années plus tard. Vous regarderez en arrière, comme je le fais maintenant, et verrez que vous avez construit quelque chose de beau
à partir des ruines. Mes chers amis, si cette histoire a touché votre cœur, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez en France. Cela réchauffe mon cœur de savoir que mes mots atteignent tant de lieux différents à travers la France. Jusqu'à la prochaine fois, mes chers amis, que Dieu bénisse chacun de vous.